Cette vidéo traite de comment l'intelligence artificielle et les centres de données dégradent la qualité de l'électricité. Écoutez votre maison un instant. Pas le silence, mais le bourdonnement du frigo, la clim, le chargeur d'ordinateur. Voici une idée d'étrange. L'électricité peut être bonne ou mauvaise, et près des centres de données d'IA, elle se détériore. Je ne parle pas de coupure, mais de quelque chose de plus traître, du courant sale qui fait vibrer vos appareils, chauffer plus et vieillir prématurément sans prévenir. La question est simple et effrayante. L'IA peut-elle endommager votre électricité même si vous ne l'utilisez pas? Restez jusqu'à la fin pour un plan en 5 étapes qui évitera un réseau plus fragile et des factures plus élevées. L'électricité bonne contre l'électricité mauvaise, le concept qui change tout. Voyons, quand on pense à l'électricité, on pense à deux états. Elle existe ou pas. Tu branches quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas. Mais le réseau électrique ressemble en réalité plus à de la musique. Pas juste des sons, mais s'ils sont accordés, s'il y a du bruit. Dans plusieurs pays, le courant idéal est comme une vague parfaite, douce, répétitive, stable. Quand cette onde se déforme, apparaît quelque chose de technique mais facile à imaginer, la distorsion harmonique. Pense à une balançoire. Si tu pousses avec un rythme parfait, ça va en douceur, mais si tu pousses de façon saccadée, ça vibre bizarrement. Elle ne fait pas que des allers-retours, elle tremble, fait des choses étranges, souffre. C'est ce qui arrive à l'électricité quand elle devient sale. Et cette saleté se mesure, un indicateur typique est le THD, distorsion harmonique totale. L'important, c'est que le réseau n'est jamais parfait, il y a toujours du bruit, mais il existe des limites de qualité acceptables pour que les appareils ne souffrent pas trop. Une de ces limites, utilisée comme référence dans les réseaux basse tension, est d'environ 8%, non parce que tout explose au-delà, mais parce que c'est là que commence la zone dangereuse. Plus de chaleur, plus de vibrations, plus de stress interne. Et voici l'aspect personnel. Si le courant n'est pas régulier, un moteur électrique comme celui d'un compresseur de frigo ne tourne pas avec un couple fluide, mais par micro-impulsion. Cela crée des oscillations qui se traduisent par deux choses simples. Plus de bruit, le frigo devient plus bruyant et s'use davantage car vibrer, c'est fondamentalement se fatiguer. Et ça ne concerne pas que le frigo, mais aussi les ventilateurs, pompes, lave-linge, climatiseurs, transformateurs, alimentation. Tout ce qui contient de l'électronique de puissance ou des moteurs est sensible à la qualité de l'onde. C'est-à-dire, bien que votre facture indique des kilowatts par heure, il y a une autre histoire qui se déroule en parallèle, celle de comment cette énergie arrive. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, car il existe un type de consommateur d'électricité qui croît de façon folle et qui ne se comporte pas comme les autres. Et le plus important, c'est que non seulement il consomme beaucoup, mais il consomme d'une manière qui peut déformer l'onde pour les autres. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle pollue-t-elle le réseau? Le semi-remorque invisible dans votre prise. Imaginez deux véhicules, une voiture électrique super efficace conçue pour faire un trajet précis. Ce serait une consommation typique stable et prévisible. Et maintenant, imaginez un camion géant, un semi-remorque qui soudain accélère, freine. C'est ce type de comportement qui inquiète. Les centres de données classiques consommaient déjà beaucoup, mais les centres de données d'IA ont un cœur différent, des accélérateurs, surtout des GPU. Et voici l'astuce qui change tout. Un GPU moderne, quand il travaille vraiment, consomme l'énergie comme une bête. Ce n'est pas une consommation douce, mais une consommation qui peut être très intense et surtout très synchronisée. Dans un centre de données normal, on peut répartir les charges, déplacer les travaux, équilibrer, adoucir les pics. En intelligence artificielle, surtout pendant l'entraînement, l'objectif est parfois l'inverse. Tout à fond, des milliers de puces travaillant ensemble, coordonnées, poussant à la limite. Et si vous vous demandez, d'accord, mais pourquoi cela perturbe l'onde électrique? Parce qu'une bonne partie de cette puissance passe par l'électronique qui, simplifiée, ne boit pas le courant en continu, mais par impulsion rapide, par morceaux. Cela introduit des harmoniques, du bruit, de la distorsion. Et pourquoi est-ce plus notable maintenant? À cause de la densité, car pour gagner en vitesse, les entreprises mettent un plus de GPU par rack plus proche pour réduire la latence et les câbles coûteux. Cela fait exploser la puissance par mètre carré. Et maintenant, mets-toi ça en tête avec des chiffres simples. Si tu as 100 000 puces haute performance, même si chacune consomme comme un petit appareil électroménager à plein régime, le total devient déjà énorme. Puis ajoute ce que personne ne voit. Refroidissement, conversion, onduleur, perte. Le fameux PUE existe pour une raison. Pour chaque watt utile en informatique, il y a un watt supplémentaire en infrastructure, et ça s'étend à l'échelle nationale. Des organismes comme l'Agence internationale de l'énergie estiment que les centres de données ont consommé environ 415 terawatts en 2024 mondialement et prévoient près de 945 terawatts d'ici 2030 dans un scénario de base. C'est doublé en quelques années seulement. Aux États-Unis, en plus, le problème se concentre. Quand on concentre la demande électrique à un endroit, le problème devient local. Transformateur, ligne, poste, permis et qualité du courant. Voici une autre division clé qui explique pourquoi l'IA est différente. Nous avons l'inférence face à l'entraînement.
Et l'inférence, c'est tout ce que vous faites quand vous interrogez un modèle. C'est généralement plus stable, mais ça dépend du trafic. Si des millions de personnes interrogent en même temps, ça saccade. Et puis, il y a l'entraînement, qui est le plus intense, et c'est on va faire tourner un dinosaure pendant des semaines, à pleine puissance, tout coordonné, avec des pics longs et brutaux. Et voici la phase qui explique pourquoi les opérateurs réseau ont peur. Dans le réseau électrique, la marge est faible. L'offre et la demande doivent danser ensemble en permanence. Et si la demande monte trop vite, problème. Si la demande chute trop rapidement, problèmes aussi. Et si elle tombe soudainement parce que des milliers d'installations se protègent en même temps, ça peut faire très peur. Et ce n'est pas hypothétique. Un jour, un clignotement du réseau a provoqué l'arrêt de nombreux centres de données, presque simultanément. Passons donc à la vraie frayeur, Data Center Alley et l'effet domino. Je vous emmène dans un endroit qui semble fictif mais qui est bien réel. Le corridor des centres de données du nord de la Virginie, l'une des plus grandes concentrations au monde où une micropanne n'est pas juste une coupure. C'est un domino de systèmes automatiques conçus pour une seule chose, ne jamais s'arrêter. Car un centre de données vit avec l'obsession de la continuité et ne peut pas accepter un redémarrage, même d'une seconde. Ils installent donc une séquence de survie, ils détectent les anomalies, passent aux batteries UPS en millisecondes et démarrent les générateurs pour tenir plus longtemps. C'est excellent pour eux, mais peut être dangereux pour les autres si ça se multiplie. Maintenant, le jour de la peur, l'étincelle initiale, était quelque chose qui semble ennuyeux. Une défaillance d'infrastructure de transmission suite à une perturbation. Un événement très bref et une série de microchutes de tension. La tension a chuté un instant, quelques millisecondes. Pour toi, ce serait imperceptible, mais pour les équipements sensibles, c'est un signal d'alarme. Et ce qui s'est passé après, c'était comme dans un film. De nombreux centres de données ont réagi au même moment. Ils se sont protégés et ce faisant, leur demande a disparu d'un coup. On parle d'une ampleur qui n'est pas celle d'une usine, c'est comme perdre soudain la consommation d'une région entière. Et que fait le réseau quand il a soudainement trop de production? La fréquence augmente car l'offre et la demande ne dansent plus en synchronie. La déviation était faible en nombre, mais énorme comme avertissement, car elle démontrait qu'à l'avenir, avec plus de centres de données, cela pourrait s'amplifier et les protections du réseau pourraient se déclencher en cascade. Et voici le point le plus difficile à accepter. Le réseau électrique est une chorégraphie de la physique, pas du business. Les opérateurs peuvent réagir en baissant des centrales, activant des ressources, envoyant des signaux, mais certaines choses prennent des minutes alors que le réseau peut changer en secondes. Ainsi, quand la consommation chute soudainement, le système entre dans un territoire où domine l'inertie, la fréquence et les protections automatiques. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est ainsi que naissent les grandes pannes d'électricité. Parfois, la panne ne commence pas par un boom, mais par un petit clic et une réaction en chaîne. En fait, l'Europe a connu ce rappel mondial en 2025 avec la panne massive qui a touché l'Espagne et le Portugal. Les détails techniques et causes exactes sont encore débattus, mais ce schéma de problème, réponse déséquilibrée et escalade est précisément le scénario que les opérateurs ne veulent plus revivre. La frayeur en Virginie n'est pas un drame, c'est un avertissement, car l'avenir de l'intelligence artificielle présente deux voies également inconfortables. Soit on se concentre davantage sur les clusters, l'attention et les réseaux locaux, soit on s'installe dans de nouveaux lieux où le réseau est plus fragile et où un incident a un impact proportionnel plus important. Et c'est là qu'intervient le facteur humain. Quand l'intelligence artificielle arrive quelque part, elle n'arrive pas seule. Elle vient avec du béton, de l'eau, des câbles, des générateurs et des voisins qui disent « Un instant, qu'est-ce que j'y gagne ?» C'est la bataille pour l'emplacement. Terrain pas cher, énergie bon marché et le grand mais. Les centres de données nécessitent trois choses simultanément. Terrain, énergie et refroidissement. Et quand un site devient idéal pour cela, il se remplit. Et quand il se remplit, les tensions commencent. En Virginie du Nord, par exemple, le succès devient un goulot d'étranglement. File d'attente pour se connecter, limite de transmission, transformateur saturé et changement d'humeur sociale. Le oui à tout se transforme en attente, mais pour qui est-ce vraiment? Et cela se produit ailleurs, car un centre de données est une chose étrange pour un politique local. Il occupe beaucoup, consomme énormément, génère des impôts, mais crée rarement autant d'emplois qu'on imagine. Alors surgit le conflit. Pourquoi accepter un monstre industriel si la valeur part ailleurs? Et maintenant, quand un lieu devient compliqué, les entreprises font le logique. Chercher ailleurs. C'est là qu'apparaissent des lieux comme l'Arizona, avec vastes terrains, corridors de fibres, lignes haute tension et services planifiés. Voici l'important. Planifier pour l'IA n'est pas juste construire plus, c'est créer des systèmes réactifs. D'où ces projets de batteries géantes près des corridors tech, car une batterie, contrairement... Et c'est l'une des plus grandes ironies de cette histoire. Ce qu'il faut pour que l'IA ne brise pas le réseau ressemble beaucoup à ce qu'il faut pour vraiment intégrer les énergies renouvelables. Plus de transmission pour déplacer l'énergie des surplus vers les manques, plus de stockage pour lisser les pics et creux, plus de contrôle pour un réseau flexible. Mais ajoutez maintenant le facteur social. Le cas de Memphis, par exemple. Quand un projet d'IA s'installe, il s'appuie parfois sur des solutions rapides, comme des générateurs temporaires,
ou des accords électriques que les voisins jugent injustes. Et si cela touche une communauté avec un passé de « on nous met les nuisances ici », le conflit explose. Et ce n'est pas juste écologique, c'est une question de confiance. C'est qui supporte le bruit, le trafic, les émissions locales et qui garde les bénéfices. Donc le vrai problème n'est pas seulement technique, il est aussi politique et moral. Qui paie la mise à niveau du réseau? L'entreprise, les contribuables, les usagers, les voisins? Et si la réponse est « on verra bien », alors la voie facile est la pire. Correctif, retard et un réseau de plus en plus sous pression. Donc, d'accord, l'intelligence artificielle va se développer. Tous les centres de données ne vont pas disparaître. Alors, la question change. Comment faire sans détruire la qualité et la stabilité électrique? Voici la récompense de la vidéo, un plan en 5 couches pour que l'IA ne brise pas le réseau. C'est le plan, pas de la magie, pas un simple tweet. Ce sont 5 couches qui ensemble font tenir le système, et vous pouvez comprendre sans être ingénieur. La première couche est de mesurer ce qui compte. Sans mesurer la qualité d'onde, harmonique, événements de tension, rampe de charge, vous êtes aveugle. Et si vous ne publiez pas ces données, vous êtes à la merci du « tout va bien ». La première exigence est simple, transparence électrique dans les zones à forte densité de centres de données. Pas juste s'il y a eu une panne ou non, mais comment se porte l'onde? Combien d'événements? Quel THD? À quelle fréquence? Car ce qu'on ne voit pas, on ne répare pas. Ensuite, nous pourrions filtrer et nettoyer à la source, pas chez vous. Si un centre de données émet des harmoniques, la solution n'est pas d'acheter des multiprises. La solution est que l'émetteur ait des filtres, une électronique adaptée, des normes d'interconnexion qui limitent le bruit. Dans le monde électronique, ce n'est pas nouveau. Les grandes industries respectent des limites depuis des décennies. Le changement est que l'industriel du 21e siècle peut être un bâtiment sans cheminée, rempli de GPU. La troisième approche est de transformer les centres de données en charges flexibles, idée sous-estimée. C'est essentiel. Certains calculs, comme l'entraînement, n'ont pas à se faire au pire moment possible. Si le réseau est à sa limite à 7 heures du soir pendant une canicule, ça n'a pas de sens de forcer l'entraînement juste parce que c'est là qu'interviennent les accords et programmes de demande flexibles, comme suspendre ou réduire la charge en pic, déplacer les tâches aux heures creuses, répartir géographiquement les charges quand possible. C'est littéralement faire que l'IA apprenne à vivre avec le réseau plutôt qu'exiger que le réseau se brise pour l'intelligence artificielle. Nous avons la quatrième couche, le stockage rapide, des batteries comme amortisseurs de choc. Le réseau traditionnel réagit en minutes avec des centrales de pointe, mais certains problèmes naissent en secondes. Les grandes batteries peuvent absorber les excès, fournir une puissance instantanée, lisser les rampes et stabiliser fréquences et tensions. Et oui, ça aide aussi les énergies renouvelables, car ça transforme l'énergie variable en énergie plus utilisable. Et puis, nous avons l'option d'une énergie ferme et de transmission, le socle du système. Si tout est flexible et variable, mais sans base solide, le réseau devient nerveux. C'est pourquoi des entreprises signent de longs accords avec le nucléaire, exploitent la géothermie, étendent au gaz, construisent de nouvelles lignes et sous-stations. Non par amour d'une technologie, mais parce qu'elles ont besoin d'une chose très ancienne et simple, l'électricité fiable 24/7. La dernière étape est d'accepter qu'il faut de nouvelles capacités et une planification à long terme. Et voici le tournant optimiste de toute cette histoire. Si c'est bien fait, la pression de l'IA peut devenir l'incitation économique qui accélère la modernisation des réseaux, batteries et transmissions, nécessaires aussi pour l'électrification et les renouvelables. Si c'est mal fait, l'IA devient un client géant qui impose des solutions temporaires dont le coût invisible est payé par les autres. Revenons donc à la grande question. L'intelligence artificielle peut-elle perturber votre électricité même si vous ne l'utilisez pas? Eh bien, la réponse honnête est que oui, c'est possible. Surtout au niveau local, près des concentrations de centres de données, car ils modifient le profil de consommation, créent des distorsions et peuvent amplifier des réactions automatiques qui stressent le réseau. Et le plus injuste, c'est que cela peut arriver sans que vous remarquiez de coupure. Vous le constatez par des appareils plus bruyants, des pannes étranges, une durée de vie réduite et un réseau plus coûteux à maintenir. Maintenant, la partie importante. Ce n'est pas inévitable que ça finisse mal, mais ça ne se règle pas avec un simple « ajouter plus de panneaux solaires ». La solution passe par ces 5 couches. Mesure, filtrage, flexibilité, batterie et énergie stable plus transmission. Et vous, que pouvez-vous faire sans être expert? Eh bien, demandez et exigez de la transparence. Si on annonce des centres de données dans votre région, exigez la publication d'indicateurs de qualité électrique et de plans d'atténuation, pas seulement des emplois et des investissements. Ne croyez pas au discours, ce n'est qu'un bâtiment. Traitez un centre de données comme ce qu'il est, une industrie électrique lourde qui doit respecter des normes et financer des mesures d'atténuation. Soutenez des améliorations qui semblent ennuyeuses, comme les batteries. Les sous-stations, la transmission, la modernisation ne sont pas sexy, mais ce sont elles qui évitent le désastre. Si vous êtes une entreprise, favorisez des politiques de calcul flexibles et des horaires intelligents pour les charges non critiques. Et si vous êtes consommateur, protégez l'essentiel. Bonne protection contre les surtensions, évitez les installations électriques défectueuses, mais sans paniquer. Le vrai changement est systémique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment l'intelligence artificielle va affecter les réseaux électriques dans les années à venir.
Dans la description, vous trouverez mon cours sur l'IA, plus orienté vers son utilisation pratique dans votre travail futur, et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup de l'avoir regardé.